Le Borny Buzz Café est un rendez-vous d'échange et de débat, où des habitants volontaires peuvent interpeller et poser leurs questions à des invités spécialistes sur des thèmes de société qui les concernent. Comme dans toutes les rédactions, lors de la préparation de l'émission, nos citoyens experts ont potassé leur sujet. Ça, c'est la Alors, mais derrière, comme je disais tout à l'heure, il y a des consignes, il y a des ordres qui viennent de là où ils sont. Voilà. Nous allons donc interroger M. Hervé Niel, directeur départemental de la police urbaine de Moselle. Mais nous avons aussi en face, avec lui, donc son Jonathan Savouré, qui est avocat au barreau de Metz, spécialisé en droit pénal. Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet. En fait, moi, sur ça, j'aimerais parler d'une problématique. Pourquoi les jeunes de quartier ont si peur des contrôles de police ? Dans leur quête de vérité, ils sont aidés par notre dispositif exclusif, le détecteur de langue de bois. Ce dernier s'allume dès qu'un invité essaye de les embobiner. Avec le Borny Buzz Café, les citoyens éclairés ont enfin la parole et posent leurs questions. Bonjour. Elle a pour mission la garantie des libertés individuelles et collectives, la défense des institutions de la République, le maintien de la paix et de l'ordre public et la protection des personnes et des biens. Qui est-elle ? La police. À des moments où l'actualité est émaillée des questions autour de sa déontologie, que peut-on retenir de ses missions dans les villes, dans les quartiers ? Les citoyens, les habitants, que pensent-ils de la police française ? Eh bien, toutes ces questions sont sur la table de ce Borny Buzz Café autour du thème « Que fait la police ?» Alors, nos invités ce soir, l'inspecteur général Hervé Niel, directeur départemental de la sécurité publique de la Moselle, et maître Jonathan Savouré, avocat au barreau de Metz. Bonsoir. Eh bien, bonsoir. D'entrée de jeu, la première question sur ce premier plateau du Borny Buzz Café. À vous deux, je pose la même question. Existe-t-il en France une culture de la transparence des services de la police ? Monsieur l'inspecteur. Alors, question intéressante. Je pense que c'est une culture récente. Pendant longtemps, la police a été véritablement entourée de mystères, entourée des enquêtes, ce que faisait la police a toujours été une question. De plus en plus, la police devient transparente. Et en tout cas, ici sur la Moselle, moi je tiens à ce qu'elle soit entièrement transparente. C'est ce qui fait que je sois là ce soir. On aura le temps d'en parler dans les détails. Alors, maître Jonathan, que pensez-vous ? Écoutez, d'un point de vue juridique, on a une évolution du corpus juridique qui entoure toutes les mesures qui sont mises à disposition de la police, notamment dans les cadre de son pouvoir d'enquête. Et on se rend compte qu'avec l'évolution du droit, et notamment la grande réforme du droit pénal de 1993, on a effectivement, nous avocats, si je peux m'exprimer ainsi, du point de vue de l'accès au dossier, de plus en plus accès au dossier, de plus en plus de droits qui sont garantis aux citoyens, dont on aura peut-être l'occasion de parler tout à l'heure à nos invités. Et effectivement, de ce point de vue-là, la police, le travail de la police nous est pour nous de plus en plus transparent. Après, la question qui se pose, c'est de savoir si nécessairement, dans un intérêt de sécurité publique et dans un intérêt toujours recherché par le législateur de garantie de l'enquête et d'efficacité de l'enquête, est-ce que la police doit être toujours transparente ? Est-ce que tout doit être transparent ? Je ne suis pas certain. Et pourtant, c'est l'avocat qui parle. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, il y a des améliorations, il y a des évolutions, mais il y a quand même un équilibre à conserver. Alors, monsieur Hervé Niel, maître Jonathan, nous sommes très heureux de vous avoir comme invité ce soir. Et je vais devoir vous inviter à se déplacer. On va se rendre dans le deuxième plateau du Borny Buzz Café où nous attendent, bien sûr, les citoyens témoins et le public. Jazz frightens people. Jazz frightens people. I asked for years. It hasn't come yet, but I know it will come. I had to be ready, and that means taking a risk. No rehearsals. We just show up. If I have a new song, God help me if I got it in the right key or not. I asked for years. It hasn't come yet, but I know it will come. I had to be ready.
Deuxième plateau, Borny Buzz Café. Alors, on rappelle que le Borny Buzz Café est cet espace d'échange, de partage, où les citoyens ont la possibilité de poser des questions à des invités et aux élus selon le thème choisi. Le Borny Buzz Café, c'est aussi son détecteur de langue de bois, c'est donc notre police qui nous toujours à l'ordre, il s'allume d'ailleurs. Et le Borny Buzz Café se réalise en 2 phases. La première phase, c'est donc la phase de la conférence de rédaction où les citoyens décortiquent les questions autour du thème. Et la deuxième phase, en face des invités et bien sûr du public présent. Le Borny Buzz Café, c'est aussi le Vox Pop, donc le micro-trottoir qui est réalisé par notre équipe qui va à la rencontre des habitants, des citoyens qui disent, et dans le corps de cette émission, nous allons suivre à tour les réactions des uns et des autres. Et le public et les invités vont réagir. Alors, première question qui sera posée par nos citoyens témoins. Donc, je rappelle que nous bénéficions de la présence de Pauline, voilà, et Brigitta qui sont présentes et qui vont devoir poser des questions aux invités. Mais le public également posera la question autour, bien sûr, du thème choisi. Alors, nous allons commencer notre émission par la première question autour du contrôle d'identité. Pauline. Oui, donc bonjour. Donc la question, c'était en cas de contrôle d'identité, quels sont les droits? Alors, j'imagine que la question m'est posée. Oui, allez-y. Alors, bonjour Pauline. Il faut savoir que dans le cadre du contrôle d'identité, en France, vous avez 4 contrôles d'identité qui sont possibles. Vous avez un contrôle d'identité qui est fait par la police judiciaire sur demande du parquet, du procureur. Dans ce cas-là, c'est lorsqu'il y a dans un secteur déterminé, pour un temps déterminé, un trouble à l'ordre public, donc vous pouvez être contrôlé. Il y en a un qui est en contrôle de police administrative, après c'est différent, et un contrôle qui peut être exercé par la douane, qui est un contrôle Schengen. Mes droits, ils sont assez limités dans le cadre d'un contrôle d'identité. À partir du moment où vous avez une personne qui est dans un lieu où un contrôle d'identité est autorisé par une autorité judiciaire, et qu'elle a un officier de police judiciaire, un agent de police judiciaire, un douanier dans le cadre d'un contrôle Schengen, ou un gendarme qui lui demande de justifier de son identité, elle est dans l'espace public, elle doit justifier de son identité, d'accord ? C'est-à-dire justifier de sa carte d'identité, de son passeport, ou bien de son titre de séjour, lorsque c'est une personne qui bénéficie d'un titre de séjour. Bon. Si cette personne n'a pas la possibilité d'en justifier, eh bien ça se complique un peu puisqu'elle fera l'objet d'une vérification d'identité. Et la vérification d'identité, dans ce cas-là, c'est un peu plus poussé, avec prise d'empreinte pour essayer de rechercher l'identité de la personne. Les droits sont extrêmement réduits puisque lorsque vous êtes sur le domaine public, vous n'avez pas accès à un avocat tout de suite. Donc effectivement, lorsqu'on vous demande votre identité, eh bien vous êtes dans le devoir de la donner. Et pour les mineurs, du coup, comment ça se passe? Alors, pour les mineurs, c'est un peu plus différent, puisqu'effectivement, il faut savoir que lorsque l'on est mineur, le droit pénal ne s'applique pas de la même manière, et la procédure pénale, elle encadre beaucoup plus facilement, beaucoup plus strictement. Le contrôle d'identité d'un mineur doit être fait avec, si vous voulez, l'aval des parents qui doivent être prévenus lorsque le mineur est emmené au commissariat, et dans ce cas-là, il y a un contrôle d'identité qui est un peu plus strict au niveau des règles. Peut-être qu'il y aura des questions sur la garde à vue. On verra aussi tout à l'heure le régime juridique du mineur face au droit pénal et à la garde à vue, où là aussi c'est différent. Éventuellement, il y aura des questions autour de ça. Alors, c'est pour vous rassurer quand même, parce que lors d'un contrôle d'identité, les contrôles d'identité se font sous la responsabilité du procureur de la République. Et c'est le procureur de la République qui autorise les forces de police à faire des contrôles d'identité. Comme disait... ces contrôles d'identité se font sur des lieux bien définis et dans des laps de temps bien définis aussi. Alors, je vais rebondir sur cette question, toujours autour du contrôle d'identité. Alors, la question des contrôles d'identité, on a comme l'impression que c'est devenu un mode d'occupation du terrain, un mode d'autorité, alors que c'est un moyen de recherche d'information. Alors, je pense que ça s'adresse à moi. Donc, très clairement, non. Ça n'est pas, ça n'est pas un mode d'autorité. C'est simplement que quand on fait des enquêtes, quand on recherche l'auteur d'infractions, ou quand on recherche tout simplement la vérité sur un certain nombre de choses, on est quelque part obligé
d'interroger des gens. On est obligé de faire ce type de contrôle, ne serait-ce que pour vérifier, j'allais dire, ce que font les gens à un certain moment. Si effectivement ils font partie ou ils ont participé à des infractions. Donc ce sont ces choses-là qui amènent les contrôles d'identité. Mais ça n'est pas, j'allais dire, ça n'est pas un moyen d'occuper le terrain, ça n'est pas un moyen d'assurer une autorité. Je veux dire, quelque part, la police nationale n'a pas besoin de faire des contrôles, j'allais dire, d'identité toutes les 5 minutes pour occuper le terrain. Ce n'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande d'être présente, on lui demande effectivement d'assurer la tranquillité publique, d'assurer, comme disait Maître Savouré, à certains moments, bien sûr, quand des infractions viennent se commettre, de rechercher les auteurs afin de les présenter à la justice. Pour rechercher les auteurs, on est amené effectivement à faire des contrôles d'identité. Pourtant, c'est ce que pensent les citoyens. Alors, Maître Savouré, est-ce que vous ne pensez pas que la police en fait un peu trop ? Je ne sais pas si je suis bien placé, moi, pour vous dire si la police en fait trop, et je pense que je ne suis pas bien placé pour vous dire ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans un état de droit, et qu'il y a des règles de droit qui sont prévues dans le Code de procédure pénale, et qu'il y a une haute instance judiciaire qui s'appelle la Cour de cassation. Et que cette Cour de cassation, elle a la possibilité aujourd'hui de vérifier que les citoyens sont traités de manière égale, je ne dis pas égalitaire, mais égale, devant la justice et par la police, et ce, sous le prisme de la Convention européenne des droits de l'homme. À partir du moment où les contrôles d'identité sont faits dans le strict respect de la Convention européenne des droits de l'homme et des critères du Code de procédure pénale, c'est-à-dire sur des éléments objectifs, extérieurs à la personne, et ça on pourra expliquer si vous voulez tout à l'heure comment ça se définit, c'est un peu compliqué mais ça existe. Dans ce cas-là, on considère que le contrôle d'identité, il est respectueux du droit des citoyens. Les problèmes qui se posent, et la France a été condamné dernièrement, l'État français a été condamné suite à une action qui a été intentée par 13 personnes d'origine africaine et nord-africaine qui ont attaqué l'État français, d'accord, en estimant qu'ils avaient fait l'objet de contrôles arbitraires du fait de contrôles systématiques dans le quartier de la Défense. Bon. Là, la Cour de cassation a été très claire. Et moi, si vous voulez, ça me conforte dans l'idée qu'on est dans un état de droit. La Cour de cassation a dit, effectivement, ici, il n'y avait pas d'éléments objectifs qui permettaient aux fonctionnaires de police de faire les contrôles d'identité. Il n'y avait pas, si vous voulez, d'éléments extérieurs objectifs qui permettaient de justifier que ces personnes-là aient été plus contrôlées que d'autres. Bon. La Cour de cassation a dit une chose très intéressante. Elle a dit qu'au niveau de la preuve, elle a renversé la charge de la preuve, c'est à la personne de démontrer qu'elle a effectivement, il y a des indices de contrôle d'identité qui seraient discriminatoires, et c'est à l'État de démontrer qu'ils n'étaient pas discriminatoires. Bon. C'est une des rares condamnations qu'il y a eu de l'État français, je tiens à le dire. Ce qui veut donc dire que sur le nombre de contrôles d'identité qui sont quand même réalisés en France, dans l'ensemble, on peut se le dire, on est dans un état de droit qui est plutôt respectueux des droits. Voilà. Après, il y a toujours ce problème de la discrimination, qui est un problème qui est ramené souvent sur le devant de la table, y compris politique, avec des mesures et des mesurettes qui sont mises en place. On a parlé notamment des récépissés, on a parlé des caméras GoPro qui seraient mises sur les gilets des policiers pour assurer un suivi des contrôles d'identité. Bon, il y a des choses à faire, effectivement. Rien n'est parfait, effectivement, le droit n'est pas appliqué de manière binaire, de manière absolument parfaite. Donc il y a effectivement quelquefois des bavures, on peut le dire, des bavures entre guillemets, mais là le droit est là pour s'en préserver. Je pense que le système juridique français est bien fait pour ça. Alors toujours sur le contrôle d'identité, Pauline, tu as quelque chose, tu as une question à poser On voulait savoir aussi si le contrôle du coup était efficace en fait. Est-ce qu'au final, par rapport à ce que vous expliquiez du rôle du contrôle, est-ce que finalement, tous les contrôles que vous faites au quotidien, ça a une utilité ? Alors, très clairement, oui. Alors, je voudrais revenir un peu sur la question précédente. Vous disiez très clairement, est-ce que la police en fait trop ? Nous sommes partagés entre deux demandes qui viennent du public. C'est-à-dire que nous avons un public qui nous dit, vous n'en faites pas assez, on aimerait vous voir plus souvent, on aimerait vous voir contrôler plus souvent, des gens qui font du bruit, des gens qui ne respectent pas la réglementation, des gens qui perturbent la tranquillité, la vie publique. Et nous avons de l'autre côté une autre partie de la population qui, elle, se plaint parce qu'on fait trop de contrôles et qui nous dit « mais on ne peut pas bouger, vous nous contrôlez, vous passez votre temps à nous contrôler ».
Donc on est toujours, si vous voulez, dans cette espèce de... On essaie de retrouver le juste milieu, c'est-à-dire de faire des contrôles pour satisfaire une demande qui vient de la population, de les faire de la façon la plus ciblée, la plus, j'allais dire, la plus pertinente possible, pour éviter effectivement, comme le disait M. Saboulet, de stigmatiser l'autre partie de la population, entre guillemets. Alors, et pour revenir maintenant à la question que vous posez à l'instant, oui, les contrôles d'identité sont importants. Pourquoi ? Parce que très simplement, si la police ne fait pas de contrôle, vous allez avoir des policiers qui vont se balader dans une voiture, ou qui vont se balader à pied, qui vont regarder ce qui se passe, qui vont dire bonjour aux gens, et qui vont rien contrôler. Je me demande à quoi ils servent. Vous avez des policiers qui vont contrôler. Et on s'aperçoit que, bien souvent, les affaires les plus graves, les affaires les plus intéressantes en termes judiciaires, démarrent par des contrôles tout simples. Des contrôles d'un véhicule qui roulait un peu trop vite, un véhicule qui a brûlé un feu rouge, un véhicule qui est stationné là où il ne faut pas, un véhicule qu'on a repéré plusieurs fois, toujours au même endroit. On fait des contrôles, on fait ouvrir les coffres et on découvre un certain nombre de choses. Et à partir de là, démarrent des enquêtes judiciaires. Si on ne fait pas ces contrôles, on ne démarre pas ces enquêtes judiciaires et on n'arrive pas à, remplir notre mission qui est, entre autres, de, constater les infractions, en rechercher les preuves, en interpeller les auteurs et à les déférer à la justice. Donc, en gros, ces contrôles sont efficaces. Ces contrôles sont efficaces en termes de police judiciaire. Ils amènent à la, résolution d'affaires. Ok, Brigitta, c'est notre deuxième citoyen témoin qui va donc poser la question. Voilà. Oui, je vais essayer. Oui. Parce que la garde à vue était mentionnée par vous tout à l'heure. Alors maintenant, la question se pose. Pour quelle raison ou à partir de quel moment on peut mettre une personne en garde à vue? Alors, bonjour Brigitte. Encore une fois, j'ai un défaut, je suis avocat, donc j'ai des textes et je les lis. Il y a un article du Code pénal qui le définit très bien. À partir du moment où vous soupçonnez d'avoir commis un délit ou un crime qui est susceptible de vous exposer à une peine d'emprisonnement. On ne peut pas vous mettre en garde. C'est qui décide ça? Ah bah c'est qui décide? Si vous voulez, c'est le policier qui estime que... alors, c'est très encadré. Vous avez différents, si vous voulez, on peut rentrer dans le détail. Vous avez des enquêtes préliminaires, vous avez des enquêtes de flagrance, vous avez des commissions rogatoires. Ce sont tous des stades d'enquête pénale qui sont différents. Le policier va pouvoir, dans le cadre d'une enquête de flagrance, c'est le flagrant délit, le flag, ce qu'on connaît, placer une personne en garde à vue à partir du moment où la personne est en train de commettre une infraction ou vient de commettre l'infraction dans un laps de temps très court. Dans ce cas-là, c'est une enquête de flagrance. Si vous avez également l'enquête préliminaire, dans ce cas-là, l'officier de police judiciaire agit sous contrôle du parquet, du procureur de la République, qui va donner des instructions. Si vous vérifiez, l'officier de police judiciaire agit toujours, quel que soit le cas d'enquête, sous le contrôle du procureur de la République. Mais il est de sa responsabilité, en tant qu'officier de police judiciaire, de prendre la mesure de garde à vue. Quand il prend cette mesure de garde à vue, il avise immédiatement le procureur de la République, qui, lui, peut confirmer ou pas la mesure de garde à vue. C'est-à-dire que, dans le cadre qui est défini par M. Saboulet, le procureur de la République se prononce en disant « Effectivement, vous avez pris une mesure de garde à vue, je la confirme, le garde à vue se déroule. Vous avez pris une mesure de garde à vue, moi ça ne me paraît pas opportun, on arrête la garde à vue. » La fin de la garde à vue relève du procureur de la République. L'officier de police judiciaire étant tenu de l'informer immédiatement en lui disant « Voilà, j'ai pris une mesure de garde à vue. » Ça, c'est la responsabilité de l'officier de police judiciaire. Ensuite, ça relève du procureur de la République, excusez-moi, maître. Non, mais justement, c'est bien parce que comme ça, on a une discussion. Mais, et sachant que le premier droit du gardé à vue, c'est d'avoir un procureur, le magistrat, qui est informé dès le départ et dès le placement. Pourquoi ? Parce que c'est le magistrat qui a la possibilité de décider et de qualifier, si vous voulez, l'infraction qui est susceptible d'avoir été commise par la personne placée en garde à vue. Et c'est lui qui est le garant, si vous voulez, de cette privation de liberté. Voilà. Et quand on est en garde à vue, a-t-on droit à un avocat ? Oui, alors vous savez, la garde à vue aujourd'hui, je crois qu'on l'évoquait tout à l'heure, depuis 1993, il y a eu une évolution de notre droit pénal.
Avant 1993 et depuis 1958, les gardes à vue étaient en dehors du corpus juridique, c'est-à-dire que c'était la garde à vue à la papa, à l'ancienne. Vous n'aviez pas vraiment de règles de droit. Et depuis 1993, effectivement, vous avez des règles de droit qui sont... Le Code de procédure pénale est venu strictement encadrer, encore une fois sous l'influence également de la Cour européenne des droits de l'homme, la garde à vue avec un certain nombre de droits. Je pourrais vous les énumérer. Le premier droit, c'est effectivement d'avoir le magistrat qui est averti dès le placement, d'être informé qu'on est placé en garde à vue, c'est-à-dire que lorsque vous êtes arrêté dans la rue ou lorsque l'on vient vous chercher chez vous pour vous mettre en garde à vue, la mesure de garde à vue qui est limitée dans le temps commence dès le moment de l'arrestation, puisqu'on considère et que le législateur considère qu'effectivement vous êtes déjà privé de votre liberté. Le droit à l'avocat, effectivement, là on a une évolution depuis 2011 du fait d'une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, où avant le droit à l'avocat était, si vous voulez, c'était le droit d'aller voir son client une demi-heure lorsqu'il était placé en garde à vue, on avait un entretien d'une demi-heure et c'est tout. On n'assistait pas aux auditions, on n'avait pas accès au dossier et on n'avait accès à rien. On était là juste pour venir dire à la personne gardée à vue, vous avez tel droit, et repartir. Aujourd'hui, on n'a toujours pas un rôle très très présent en garde à vue, même si effectivement, d'un point de vue policier, ils nous voient beaucoup plus souvent, donc ils ont l'impression qu'on est un peu plus présent et qu'on a plus de droits. En réalité, on est là en tant que veilleur. On vient pour veiller, si vous voulez, au bon respect de la procédure. Alors, le droit à l'avocat, c'est aujourd'hui un entretien d'une demi-heure, effectivement, pas d'accès au dossier. Il faut le savoir, pas d'accès au dossier. On a accès au PV d'audition, c'est tout. On n'est pas censé savoir pour quelle infraction la personne a été placée en garde à vue. Et on assiste aux auditions. Seulement à l'issue de l'audition, à la fin de chaque audition, on a la possibilité de poser des questions qui peuvent être ou non acceptées par l'officier de police judiciaire. Voilà. Donc on a un rôle, si vous voulez, qui n'est pas un rôle de défense, mais d'accompagnement dans le cadre de la garde à vue. Alors, pardon. Autre droit en garde à vue, c'est le droit d'avoir faire appel à un médecin. Maintenant, donc dès que vous êtes en garde à vue, on vous dit que vous avez le droit de faire appel à un médecin. Vous avez le droit de communiquer avec une personne de votre choix. Et depuis très peu, d'ailleurs, vous avez aussi le droit de faire venir, d'avoir un contact avec votre famille. Voilà. Donc ça, ce sont des droits... Pardon, oui, voilà. Oui, à condition qu'on ne soit pas dans certaines infractions où il peut y avoir une fuite. Et puis un droit essentiel qu'on oubliait aussi souvent et qui n'était pas mentionné celui-ci avant la réforme de 2011, et les officiers de police judiciaire se gardaient bien de vous le dire, c'est le droit de se taire. Le droit de se taire, c'est un droit essentiel et c'est un droit qui nous est garanti par la Cour européenne des droits de l'homme aussi, très présente. Et ce droit-là, si vous voulez, toute la subtilité, c'est qu'avant 2011, on ne vous le disait pas. On ne vous disait pas, vous avez le droit de vous taire. Et aujourd'hui, le législateur aujourd'hui a imposé aux officiers de police judiciaire, dès le début de la garde à vue, de dire voilà, vous avez le droit de répondre à mes questions, vous avez le droit de ne pas répondre, c'est un droit qui est constitutionnel, consacré. Bon. Alors, si vous voulez, ça allait sans dire, mais ça va encore mieux en le disant. Certaines personnes ignoraient qu'elles avaient le droit de se taire. Alors Brigitta, toujours sur la garde à vue, vous avez une autre question à poser? Oui, la question a été posée, comment ça se passe vis-à-vis de l'employeur? Si le salaire est maintenu, disons, une personne qui travaille... Je vous rassure, on n'est pas dans un système anglo-saxon, on n'est pas en Angleterre où les gardes à vue peuvent durer plus d'un mois. Donc une garde à vue, c'est limité, c'est 24 heures, 48 heures pour les infractions qui sont susceptibles d'une condamnation de plus d'un an de prison. 72, ça va jusqu'à 144 heures si vous êtes un terroriste, soupçonné de terrorisme. Dans ce cas-là, on a vraiment un régime qui est très spécifique. L'employeur a la possibilité d'être averti également. L'officier de police judiciaire va proposer à la personne gardée à vue d'appeler un membre de sa famille ou son employeur pour le prévenir, effectivement. Alors là, il sera absent puisque malheureusement, il est placé en garde à vue. Et le droit de se taire, on le dit souvent dans les films. Ah, vous savez, les films, c'est pas la réalité. Hein. Je vous rassure, c'est un droit qui a été très bien accepté et qui est tout à fait qui est souvent appliqué. C'est un droit qui est utilisé. Mais comme le recours à l'avocat, c'est pas toujours la meilleure défense. Hein. Oui. Alors, nous l'avons dit, le Borgny Buzz Café, c'est aussi le Vox Pop, le micro-trottoir qui est réalisé par une équipe qui va à la rencontre des citoyens, des habitants dans les rues, dans les quartiers. Et donc, nous vous proposons les réactions que voici. Si je vous
dit le mot police, dites-moi les 3 premiers mots qui vous viennent à l'esprit. Sécurité, protection et verbalisation, on va dire. Je me sens bien quand je vois les flics en train de tourner. On a affaire à eux tous les matins parce que c'est grâce à eux qu'il y a cette sécurité sur ce marché, qu'il y a cette organisation. Et en fait, j'étais sur Paris la semaine dernière au téléphone, ils m'ont vu de derrière, ils sont mis sur le côté, ils m'ont posé la question est-ce que je suis au téléphone, je leur ai répondu simplement que oui. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit allez-y monsieur. Fallait être honnête. Une fois, j'avais pas mes papiers et puis il a vu que j'étais de bonne foi et puis il m'a laissé partir. Moi, je veux qu'ils fassent leur boulot, protéger la population, éviter les histoires, mais moi, je veux pas qu'ils deviennent des mercenaires. Abus permet beaucoup de choses en fait. Ils tapent de plus en plus les gens pour rien, gratuitement. Et quand il y a des abus, par contre, j'ai pas l'impression que ce soit assez puni. Du style, on vient, on te fait un contrôle et puis on se la raconte, c'est moi le plus fort, machin. Il y a eu des contrôles un peu trop forcés. Au lieu d'être contrôlés normalement, on nous dit sortir de la voiture, nous fouiller, nous énerver. Ils sont arrogants. Moi je veux dire, j'ai jamais été contrôlé de ma vie, j'ai jamais sorti ma carte d'identité, alors que mes amis qui ont des origines maghrébines, ils se font contrôler tout le temps. Après, je veux pas dire que c'est toute la police complète, mais je veux dire un bon 60%, ils sont... J'ai fait le mariage de ma fille il y a 2 ans, donc on s'est fait agresser avec la bombe lacrymogène, tout, les bébés à l'hôpital et tout. Les 2 personnes, on leur a donné le nom, le prénom, l'adresse et tout, ils sont toujours ici en train de se promener, on attend. En fait, mon dossier, ils ne savent même pas où il est, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Il n'a jamais été au tribunal. Moi, je voudrais bien qu'ils fassent quelque chose. Ouais. Je fais sur un camp. Moi, je ne sais pas lire, ça pas écrire. Et je vais à l'accrochage avec un gars. Après, moi, j'ai dit, le gars, j'ai dit, bon, on va ranger à l'amiable. Après, lui, il est parti à la police. Il m'a PV, comme quoi le Costa. Moi, j'ai dit, le policier, ça fallait ça pas écrire. Après, il m'a mis 10 litres de fuite derrière. Et j'ai passé au tribunal. 3 mois de permis. Ça, mais les autres, non. Justice, quand même. Les gens qui sont là. S'il n'y avait pas de police, il n'y aurait pas de justice. Pas de dialogue, parce que j'avais pas le contrôle technique, mais j'avais pris rendez-vous, mais c'était pas, voilà. Mais on pouvait s'arranger en fait. Tout de suite, ils se braquent. Pour moi, c'est l'ordre, d'abord. Ordre public, c'est assurer la sécurité. Quand j'entends le mot police, c'est quelque chose qu'on pense à la loi d'abord. Des gens qu'on a besoin pour nous aider. Moi, je n'ai rien contre eux, parce que de toute façon, quand on est en règle, il n'y a pas de problème. C'est quand on ne l'est pas qu'il y a des problèmes. Là, la dernière chose qui nous est arrivée, c'est que notre voisine a cassé notre vitre. On est allé porter plainte. En gros, ils ont interrogé ma voisine qui a reconnu les faits. Et j'attends. Pour l'instant, ça fait 4 mois. Quand on pense à la police, c'est quoi? C'est PV? Police dit PV, dit des choses pas positives, quoi. Un peu comme des vaches à lait, quoi. PV, machin, truc. Ils sont toujours là pour mettre des PV. Justice, on va dire, entre guillemets, ouais. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment et j'ai été pris pour complice alors que non, en fait. Et du coup, pour moi, c'est pas de la justice. Mais comme eux, ils pensent et ils sont sûrs, ils sont butés alors que des fois, non, c'est pas ça. État, autorité, répression. Après, moi, ce qui me dérange plutôt, c'est vraiment cet état de répression, qu'on crée tout le temps de nouvelles infractions, laissez-nous vivre, quoi. Les mots police, c'est vrai, ça fait peur un peu. Mais c'est difficile, parce que s'ils sont pas là, on va se plaindre qu'ils sont pas là et qu'il n'y a pas de sécurité. Et d'un autre côté, s'ils sont trop présents, on se plaint d'être trop réprimés, quoi. Alors, vous avez entendu, police, trop de PV. Mais s'ils ne sont pas là, on va se plaindre. Nous tenons à vous informer qu'il y a des jeunes qui ont eu peur de participer à cette émission, à qui nous avons tendu le micro, qui ont réagi, mais qui se disent s'ils sont présents, après on ne sait pas ce qui va leur arriver. Ils ont peur. Vous voyez, ça veut dire que quelque part la police est mal vue. Pourtant, elle est là pour la protection des personnes et des biens. Et est-ce que au sein de la police, il y a parfois des discussions après des faits, quand vous êtes sur le terrain? Alors, oui. Oui, monsieur Hervé. Donc, j'assume pleinement tout ce qui a été dit et j'en réfère à mon avocat ici présent. Non, sérieusement, ce qui a été dit est très intéressant parce que ça illustre bien ce que les gens pensent de la police. Alors, pour répondre à votre question, oui. Après des faits particuliers, nous avons ce qu'on appelle des retours d'expérience. C'est-à-dire qu'on débriefe, on cherche à savoir véritablement ce qui s'est passé, on cherche à voir ce qu'on pourrait faire, ce qu'on a bien fait ou ce qu'on a mal fait, à quel moment on n'a pas été, à la hauteur, on n'a pas répondu à ce que nos concitoyens pouvaient attendre de nous. Donc oui, on se remet en cause, oui, on réfléchit sur la façon dont on est intervenu. Autre point, nous sommes l'administration qui est la plus contrôlée
et nous sommes l'administration dans laquelle il y a le plus de sanctions de prononcées. C'est-à-dire que systématiquement, et chaque fois qu'il y a, j'allais dire, un dérapage, ou chaque fois qu'il y a une action qui n'est pas, j'allais dire, conforme au droit, nous avons, et nos fonctionnaires passent en conseil de discipline et sont sanctionnés. Alors ils peuvent être sanctionnés d'un point de vue juridique, parce que la loi s'applique contre eux, comme à n'importe quel autre citoyen, et ils sont systématiquement sanctionnés au point de vue, j'allais dire, administratif. Donc, la police n'est pas en dessus des lois, les lois s'appliquent à elle comme à n'importe quel autre citoyen, voire même, j'allais dire, avec, même si on ne s'en aperçoit pas toujours, avec plus de sévérité pour un policier, peut-être, que pour un citoyen X ou Y. Alors, avant que Maître Savouré ne prenne la parole et que nos citoyens témoins ne posent la question, juste pour aller sur la même thèse, on a tendance à garder ça dans le secret. Est-ce qu'à la fin de l'année, vous rendez public les résultats des enquêtes de ce que vous faites? Alors, les plaintes? On a dernièrement, il y a, alors assez récemment, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que c'était une culture de la transparence qui est en train d'évoluer. On n'a pas toujours été particulièrement transparent dans la police, c'est très clair. Donc là, on a, nous, une plateforme, c'est-à-dire on a une inspection générale de la police nationale, et on a maintenant une plateforme qui est ouverte à tous les citoyens. C'est-à-dire que tout citoyen qui se sent, j'allais dire, lésé, ou qui a un problème vis-à-vis d'un fonctionnaire de police ou de l'institution, peut, par Internet, hein, par la voie, par informatique, peut saisir la plateforme IGPN. Et là, systématiquement, des enquêtes sont faites. Alors, nous, on le rend public en interne, mais effectivement, je ne pense pas, et je crois même, je suis même à peu près sûr, qu'on ne rend pas public, j'allais dire, effectivement, le nombre d'enquêtes qui a été effectué et le résultat des enquêtes. Ça, on l'a pas encore, on n'a pas passé ce stade. Mais c'est, j'allais dire, c'est connu au niveau de la justice. La justice sait très bien le nombre d'enquêtes que nous faisons, puisqu'on les fait en général en liaison avec un magistrat, donc enquête judiciaire et enquête administrative. Et les plaintes sur les chiffres contre la police? Alors, c'est pris systématiquement en compte, c'est ce que je vous dis. Il y a maintenant une plateforme, c'est-à-dire que tout individu qui se plaint du comportement de la police, qui dit « j'ai été brutalisé au moment d'un contrôle, on ne m'a pas écouté », on a souvent la récrimination, hein, en disant « on vous a appelé, vous n'êtes pas venu ». Donc, vous le signalez, c'est signalé, et une enquête, systématiquement, on fait une enquête. Bon, quand ce sont des problèmes de brutalité, on fait une enquête judiciaire, plus une enquête administrative. Et les policiers sont, malheureusement, et heureusement, quelque part, alors je dis malheureusement parce qu'il ne devrait pas y en avoir, et je dis heureusement parce que c'est la preuve que la justice fonctionne bien, les policiers sont sanctionnés. Ils sont sanctionnés devant les tribunaux comme un citoyen normal. Alors, nos citoyens témoins, Pauline, une deuxième question. Oui, c'était par rapport à la formation du coup, des policiers, par rapport aux discriminations du coup. Donc ça peut être aussi bien l'interculturalité que le sexisme. Enfin, est-ce que 22 cas de discrimination. Voilà. Du coup, à ce niveau-là, est-ce que les policiers sont formés pour avoir une relation aussi apaisée que possible avec la population? Oui, les policiers sont formés et dans les écoles de police, il y a des modules de formation justement à la relation avec le public, Alors là aussi, c'est une évolution, ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, il n'y avait pas, j'allais dire, ce problème n'était pas pris en compte. Ça remonte aux années, les années 95, 90, les années 90, où on a commencé à parler, de police de proximité, on a commencé à parler de rapports avec la population, des rapports police-population, et on a commencé à s'interroger véritablement sur le rôle de la police. Pendant des années, la police, a jugé comme important les affaires qui l'intéressaient. Et au fil du temps, on s'est aperçu que ce n'était peut-être pas ceux qui nous intéressaient, nous, qui intéressaient nos concitoyens. Et très clairement, très sincèrement, vous avez
pour nous, une belle affaire de crime, c'est une affaire valorisante, c'est une affaire qui intéresse. Pour le grand public, une affaire de crime, c'est bien, on en parle, mais 15 jours après, c'est oublié. Par contre, la dégradation du quotidien, c'est-à-dire qu'éventuellement les pots de fleurs qui sont systématiquement cassés, brisés, parce qu'on les a mis sur le rebord de la fenêtre, et que passent des petits rigolos qui s'amusent à les casser, la personne qui fait vrombrir son moteur sous les fenêtres d'un immeuble et qui pourrit la vie de tout l'immeuble, pendant longtemps, ça n'a pas été la préoccupation essentielle de la police. Et ça l'est devenu quand on a parlé de police de proximité. On a dit qu'il faut que la police aille au-devant de ses concitoyens. Et pour nous, ça a été une véritable révolution. On n'avait pas l'habitude et on ne savait pas faire. Et on a mis, j'allais dire, très longtemps à faire et à aller à l'écoute de la population. Et on se rend compte d'ailleurs que dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup d'endroits, ça n'est pas tellement, j'allais dire, les faits qui sont reprochés. C'est ce sentiment, c'est le sentiment d'insécurité. Et pour nous, c'est devenu effectivement une préoccupation essentielle, j'allais dire, parce que nous sommes garants de la tranquillité publique. Nous sommes bien sûr garants, j'allais dire, de l'interpellation des auteurs d'infractions graves, mais nous sommes aussi comptables de ce qui se passe et de la tranquillité publique. Et c'est pour nous, j'allais dire, la mission la plus difficile et la plus délicate. Parce que, si vous voulez, on est obligé de faire des choix à des moments dans les interventions, parce qu'on nous appelle parce qu'il y a du bruit. Mais dans le même temps, nous sommes appelés parce qu'il y a eu un accident de la circulation. Et éventuellement, nous sommes appelés parce qu'une personne s'est fait agresser. Il est évident qu'on est obligé de faire des choix. Souvent, on va aller vers la personne qui est agressée, peut-être vers l'accident, et après, et uniquement après, vers le bruit. Or, on se rend compte que ce qui devient insupportable et qui génère ce sentiment d'insécurité, c'est peut-être pas l'accident ou l'agression. L'agression, oui, mais peut-être pas l'accident, c'est souvent le bruit. Et on est en train depuis, j'allais dire, la mise en place de ce qu'on avait appelé la police de proximité, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on s'occupe beaucoup plus des demandes de nos concitoyens, et pas forcément de ce qui était pour nous important. C'est-à-dire la défense des institutions, les crimes et délits les plus importants. C'est pas ça. C'est pas ça qui crée un sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité, c'est le quotidien. C'est ce que vous supportez au quotidien et qui, au bout d'un moment, devient insupportable. On s'y est attelé et on est en train actuellement de réfléchir pour le faire encore plus et encore mieux. Mais là aussi, c'est pas facile. Et on revient à ce qui a été dit d'ailleurs dans le micro-trottoir. La police est là aussi pour sanctionner. Et c'est très difficile que le même policier qui va sanctionner aille prendre contact avec j'allais dire des jeunes ou des moins jeunes, aille prendre contact avec la population pour lui dire, voilà, je ne suis pas forcément là que pour sanctionner. Je suis là aussi pour vous aider, je suis là aussi pour prévenir des infractions, je suis là aussi parce que je travaille dans le quartier, je suis habitué à ce quartier et je ne suis pas là que pour sanctionner. Mais à un moment, le policier est obligé de sanctionner. Et c'est le rôle aussi de la police. Et c'est vrai que la police sera difficilement aimée. On peut difficilement aimer quelqu'un qui est là pour vous dire vous êtes passé au feu rouge, clac, vous avez perdu 3 points, 4 points, vous faites du bruit, vous êtes sanctionné. Vous avez volé à l'épicerie du coin, on vous transfère devant un magistrat. Nous avons, j'allais dire, un rôle qui est un rôle ingrat, qui est un rôle qu'il nous faut assumer en respectant les gens, les habitants, et y compris d'ailleurs ceux qui commettent des infractions. C'est un rôle qui est difficile, mais qu'il nous faut assumer. Nous sommes les empêcheurs, quelque part, les empêcheurs de tourner en rond. D'ailleurs, c'est très clairement dit, on parle de verbalisation. Ben oui, nous sommes là pour verbaliser, parce que nous sommes en démocratie. Si nous ne sommes pas en démocratie, si vous n'avez plus une institution, appelez-la comme vous voulez, appelez-la police, appelez-la comme vous voulez, vous êtes obligé d'avoir une institution qui fasse respecter les règles, qui fasse respecter la loi. La police ne fait pas la loi. C'est pas du tout son rôle. Ok. Alors on va toujours revenir sur le micro-trottoir, Maître Savouré, avant que nos citoyens témoins nous posent d'autres questions. Par rapport aux réactions que vous avez été entendues.
Écoutez, c'est toute l'ambivalence et je crois que... Est-ce que ça vous parle? Ça me parle bien sûr, parce que déjà avant d'être avocat, je suis citoyen. Donc effectivement, on est toujours dans cette ambivalence-là. Qu'est-ce qu'on a entendu dans le micro-trottoir? On a entendu des gens qui... des poncifs. Hein. La police est là pour nous mettre des PV, la police est là trop souvent. Moi, je me suis jamais fait contrôler. Mon copain qui est maghrébin s'est fait contrôler. Puis on entend aussi la police n'est pas souvent là. J'ai eu un problème avec ma voisine, elle n'est pas venue. Mais c'est ce qu'on entend tous les jours dans les couloirs du palais, c'est ce qu'on entend tous les jours, effectivement. C'est cette ambivalence-là de sentiments, effectivement. Je pense que la France, profondément, les Français attendent beaucoup de leur police. Donc je pense que les Français aiment leur police. Je pense que les Français aiment la police, aiment ce qu'elle représente, c'est-à-dire les valeurs républicaines. Malheureusement, dans certains cas, lorsqu'il y a des comportements qui ne sont pas en phase avec ces valeurs républicaines-là, effectivement, là, le sentiment et la condamnation publique à l'égard de la police, elle est d'autant plus forte. Et d'autant plus que vers d'autres professions ou d'autres corporations, puisque justement, la police se doit d'être exemplaire. Bon. Ce que j'entends, effectivement, on l'entend tous les jours, Oui, c'est du ressenti, ça reste du sentiment. Ça reste d'ailleurs l'intérêt d'une enquête micro-trottoir, c'est ça, c'est d'avoir à vif le sentiment des gens. Bon, je crois que là, c'est pas tranché, c'est à la fois il n'y a pas assez de police et à la fois il y a trop de police. Bon. Ok. Brigitte a une question, une autre. Oui, par exemple, excusez-moi. Les moyens, bien sûr, c'est très important. Alors, est-ce que vous croyez d'avoir assez de moyens humains et matériaux en général, et spécialement pour Metz et sa périphérie? Alors, vous avez compris au travers de mes propos que si vous voulez une police présente dans les quartiers, si vous voulez une police qui fasse, j'allais dire, qui soit au contact de la population, et j'y reviens parce que j'y tiens beaucoup, il faut une police nombreuse. La police, c'est une entreprise de main-d'œuvre. Si vous n'avez pas la main-d'œuvre, vous ne pouvez pas travailler. Si vous avez besoin, et c'est le besoin qui est ressenti, d'avoir des policiers qui sont implantés dans des quartiers, qui vivent dans les quartiers, qui connaissent leur population et qui sont connus de leur population, il faut des policiers. Donc j'aurais tendance à vous dire, il n'en faut pas trop, parce que ça a un coût. Non, mais là, la question, vous avez l'impression, ou jugez-vous avoir assez? Alors, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir assez. Parce que quand je vous dis j'aimerais qu'il y ait des policiers qui soient implantés dans les quartiers, ça veut dire qu'il me faut du monde pour les implanter dans les quartiers. Donc, très clairement, moi, je vous dis, on a l'impression qu'on n'a pas assez. Il en faut plus. Il en faut plus qui permettrait de travailler différemment. Mais c'est partout en France, pareil. C'est partout en France. C'est partout en France. Après, les moyens, nous les avons. Nous avons les moyens de remplir un certain nombre de missions. Mais si, encore une fois, vous voulez une police qui soit proche des citoyens, il nous faut plus de moyens humains. Et matériaux? Matériels, nous avons. Ça va en général ensemble, mais des moyens matériels, nous avons. Et l'idéal, c'est des policiers qui patrouillent à pied dans un quartier. Ce n'est pas des policiers qui sont dans une voiture, qui passent et qui disparaissent. C'est des gens qui sont véritablement implantés. Donc, à la limite, moi, j'ai plus besoin de policiers que de voitures. Est-ce que c'est ce qui justifie les manifestations des policiers? En partie. En partie, c'est ce qui justifie les manifestations des policiers. Vous aurez remarqué que dans les manifestations de policiers, il n'est absolument pas question de revendication catégorielle. Les policiers revendiquent des moyens pour travailler, pour faire leur travail. Parce que le policier est aussi un citoyen. Je veux dire, une fois qu'il a quitté son uniforme et qu'il rentre chez lui, il est citoyen. Et il a les mêmes contraintes que n'importe quel autre citoyen. Il souffre des mêmes choses. Éventuellement du bruit, du voisin qui le gêne, du chien qui aboie. Et c'est ça qu'il nous faut gérer. Alors nous allons partir dans le public. Il y a certainement des questions. Oui, très rapidement. Oui. Une question. La coopération entre la police et la justice, est-ce qu'elle est satisfaisante? Alors, vous ne m'amènerez pas à faire un commentaire positif ou négatif. C'est pas le but.
la coopération, nous avons une chaîne pénale qui commence par la constatation des infractions, la recherche des auteurs, la transmission à la justice. La coopération est positive, elle est très bonne. Les magistrats surveillent la police, les magistrats travaillent, il y a des poursuites. Ensuite, sur certaines affaires, vous aurez toujours le sentiment que la décision rendue ne vous satisfait pas. Toujours. Vous ne serez jamais totalement satisfait. Nous n'avons pas de commentaires à faire sur une décision de justice. Elle appartient à des magistrats, elle n'appartient pas à des policiers. Le policier a fini son travail lorsqu'il l'a déféré, c'est le terme technique qu'on emploie, lorsqu'il a présenté, l'auteur d'une infraction à la justice. Et ça se passe bien. Après, pour moi, pas de commentaire. Maître Savouré, vous avez quelque chose à ajouter ? Non, je rejoins ce que vous dites. Effectivement, la police n'a pas à attendre de résultats. On entend trop souvent dire mais c'est sévère, il y a une enquête qui a mobilisé des hommes et le type ressort. Mais c'est pas le rôle de la police. La police est là pour effectivement faire son travail d'enquête, livrer les éléments de preuve qui sont dans le dossier, faire son travail d'enquête préliminaire, effectivement que la personne soit déférée. Et ensuite, c'est à la justice de décider. Et la justice a différents acteurs, l'avocat qui intervient en défense ou en partie civile aussi pour défendre les victimes. Et après, c'est au juge de décider. Et le discours, vous l'entendrez aussi de l'autre côté chez les avocats qui vont vous dire mais je ne comprends pas, j'avais tel argument dans le dossier était bon, et encore une fois, j'ai une condamnation qui, moi, me semble trop sévère. C'est toujours une question de point de vue et c'est toujours une question de, si vous voulez, de Alors nous allons profession. passer la parole au public présent. Des questions, oui. Allez-y. Attendez juste le micro. Merci beaucoup. Je vais m'adresser à Monsieur Niel. Monsieur Niel, vous représentez la police des 18 départements, vous ne l'avez peut-être pas dit. Vous êtes donc un directeur zonal, vous êtes inspecteur général. On vient d'annoncer hier par la voie sénatoriale la mise en place de 2000 caméras qui seront destinées à surveiller les arrestations et donc, bien sûr, tout ce qui est contrôle d'identité, dites à déclenchement automatique, qu'on appelle des caméras piétons. Vous êtes donc le patron du Grand Est, on va le dire. Savez-vous aujourd'hui quel est le nombre de caméras qui vous sera alloué? Et on nous dit, par ailleurs, que la Direction générale de la police nationale est ravie de cette chose-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, premier point, c'est 2600. Donc ça fait 600 de plus. Vous allez croire que je fais Monsieur Plus, et comme dans les publicités de chocolat que je ne citerai pas. Non, soyons sérieux, 2600. Donc effectivement, il existe déjà des caméras piétons qui sont à dotation, mais en dotation expérimentale. Ces caméras piétons sont, j'allais dire, un moyen technique qui est extrêmement intéressant. Et il a été clairement prouvé que lors de contrôles d'identité, lors de contrôles tout court, lorsque l'on dit aux gens, attention, à partir de là, on filme, on s'aperçoit que la tension baisse. La tension baisse autant chez les personnes qui sont contrôlées que chez les personnes qui contrôlent. Donc, c'est une expérimentation qui est extrêmement positive. Ensuite, vous l'avez dit, je suis fonctionnaire, donc je fonctionne, donc moi, quand mon chef a dit que c'était bien, c'est bien. Et je ne fais aucun commentaire. Bon, là aussi, je souris. Très sincèrement, je pense que c'est une excellente chose. Pour l'instant, on n'a pas encore testé des caméras à déclenchement automatique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, techniquement j'entends, hein. Je ne sais pas comment ça va être mis en place. En tout cas, le fait d'utiliser les caméras piétons, c'est une excellente chose. Et très clairement, ça fait tomber, j'allais dire, la tension au cours d'un contrôle. Voilà. Alors, pardon, dernière question que vous avez posée, je l'ai oublié. Combien on en aura, je ne sais pas encore, puisque ça vient juste, je ne sais pas combien on en aura. La vidéosurveillance utile, Nice, bon, pas de commentaire. Une question dans le public, une autre? Bonsoir.
J'ai une question à monsieur le directeur de la police. Il y a deux polices en réalité, la police nationale, à laquelle vous appartenez certainement, mais il y a également la police municipale. Alors je voulais savoir quel était le rôle de l'une et de l'autre, et si leurs actions se télescopaient ou s'organisaient en toute sérénité. Alors, leurs actions se complètent. Leurs actions se complètent. La police municipale a un rôle qui est beaucoup plus, j'allais dire, de proximité, entre guillemets, de présence au quotidien, de surveillance de manifestations, qu'elles soient sportives, culturelles, de surveillance de manifestations. Quand je dis surveillance de manifestations, on ne surveille pas ce qui se dit dans la manifestation. On fait en sorte que l'ordre public, quoi, je sens que vous réagiriez, que l'ordre public ne soit pas troublé et que, surtout dans ces périodes actuelles, on protège les citoyens qui participent à ces manifestations. Donc ce sont deux rôles tout à fait complémentaires. Les polices municipales ont de plus en plus de pouvoir, les policiers municipaux ont de plus en plus de pouvoir, notamment en matière de stationnement, de circulation routière, on parlait des PV tout à l'heure, on assume notre part, mais c'est extrêmement partagé avec la police municipale. Les policiers municipaux occupent le terrain aussi. Ils font des contrôles de bars, des contrôles des fermetures tardives, des contrôles de bars, des contrôles d'établissements. Donc c'est tout à fait complémentaire. Et ici, en plus, sur la ville de Metz, on travaille en parfaite harmonie. On a des réunions hebdomadaires, oui, c'est très toutes les semaines. Nous savons ce que fait la police nationale. Heureusement d'ailleurs qu'on sait ce que fait la police nationale. Nous savons ce que fait la police municipale. Et nous travaillons bien sûr main dans la main et de façon très très complémentaire. Ça ne se heurte pas. Et avec la gendarmerie ? Avec la gendarmerie, c'est la même chose. Exactement la même chose, mais à des échelles différentes. C'est-à-dire les gendarmes ont une compétence qui est essentiellement sur du périurbain, oui. Sur les campagnes, comme disait avant, la ville aux policiers, les campagnes aux gendarmes. Bon, c'est de plus en plus diffus, parce que on voit que les villes s'agrandissent, les répartitions de compétences s'agrandissent pas aussi vite que les villes, donc les gendarmes sont compétents véritablement dans du périurbain, quasiment de l'urbain. Donc là aussi, alors là, les missions sont exactement les mêmes, mais là aussi sont complémentaires et on a régulièrement, moi j'ai des réunions régulièrement, que ce soit au niveau, de la périphérie de Metz, donc du département, que ce soit au niveau d'ailleurs de la zone de défense, puisque vous disiez, moi je gère les 18 départements de la zone de défense, donc là aussi c'est pareil, on travaille, en parfaite complémentarité avec les gendarmes. Une autre question dans le public ? Bonjour. Alors, moi, ma question, tout à l'heure, vous parliez de bavure. Et du coup, je voulais vous demander, par rapport à l'affaire qu'on entend parler en ce moment sur Théo. Et je voulais vous poser la question, est-ce que vous pensez que, comment expliquez-vous le fait qu'on ait l'impression que la police n'ait jamais tort ? Si vous avez... Oui, je comprends tout à fait. Moi, je ne pense pas que... Moi, je n'ai pas l'impression que la police n'a jamais tort. Parce que nous sommes mis en cause, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous sommes mis en cause, parfois injustement, parfois juste tout à fait légitimement, et quelque part, nous l'assumons, en tout cas sur le Grand Est, nous l'assumons pleinement. Et moi, j'assure pleinement, quand il y a un dysfonctionnement, j'aime pas le terme de bavure, mais quand il y a un dysfonctionnement, il faut l'assumer. Il faut l'assumer, il faut savoir ce qui a été fait. Il y a des enquêtes qui sont faites, ce que je vous disais tout à l'heure, des enquêtes judiciaires sous la direction d'un magistrat, donc avec la garantie que ce n'est pas la police qui règle ces affaires en interne, c'est un magistrat qui dirige l'enquête, et en parallèle, effectivement, il y a une enquête interne pour, définir les responsabilités de chacun. Alors, sur ces affaires-là, je crois qu'il faut que nous soyons extrêmement, là, on parlait de transparence, là, il faut que nous soyons extrêmement transparents. Si nous voulons être respectés, il faut que nous soyons respectables. Pour être respectable, il faut tout à fait, dire les choses, dire ce qui se passe, ce qui s'est passé, savoir dans quel contexte. Un contrôle,
c'est jamais facile, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est pour ça que, j'allais dire, l'apparition des caméras piétons sera intéressante et est intéressante parce que les actions sont filmées. Et ce que je vous disais, ça baisse la tension des deux côtés, hein. Côté police comme côté des personnes qui sont contrôlées. Sur une affaire comme l'affaire qui actuellement, malheureusement, défraye, je dis bien malheureusement, parce que c'est pour le moins malheureux. C'est inadmissible, je le dis très clairement. Attention, on attend maintenant les conclusions de l'enquête. Si effectivement les policiers sont reconnus coupables, ils seront poursuivis, ils seront condamnés. S'ils ne le sont pas, on verra, je ne sais pas. Encore une fois, c'est quelque chose qui se passe là aussi, ça se passe à Aulnay, ça ne se passe pas à Metz. On n'a pas du tout la même façon de travailler sur une ville comme Metz et sur des banlieues qui sont beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus sensibles. En tout cas, si c'est la question qui était posée, je trouve ça inadmissible. J'attends les résultats de l'enquête et encore une fois, j'espère que ça arrivera très vite, que la lumière sera faite et que ce qui doit être fait sera fait. C'est-à-dire les sanctions qui doivent être prises seront prises et que, encore une fois, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Alors, Monsieur Niel, nous retenons que vous n'appréciez pas ou vous n'aimez pas trop le terme bavure. Et nous rappelons sur cette affaire que le maire de Aulnay-sous-Bois, qui lui est un ancien policier, dit que c'est un comportement inacceptable de la part des policiers. Alors, Maître Savouré, est-ce que vous partagez le même point de vue? Comptez pas sur moi pour dire l'inverse. Effectivement, l'acte est inacceptable. Je crois que dans ce genre d'affaires-là, il faut bien distinguer trois choses. Il y a le temps médiatique, il y a le temps politique, parce qu'il y aura nécessairement des récupérations politiques, et il y a le temps judiciaire. Et ce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui, c'est que la justice est lente, et qu'elle est nécessairement lente. Vous savez, quand on est à la fac de droit, on nous dit toujours une chose, on nous dit la justice, elle est rendue lentement, et c'est un bien. Pourquoi ? Parce qu'elle ne doit pas, si vous voulez, céder aux sirènes de la vengeance populaire. Bon. Aujourd'hui, les médias préjugent. Il y a un principe de présomption d'innocence. Je ne parle pas forcément de cette affaire-là, je prends dans un prisme un peu plus général. Bon. Il faut donc raison garder. Il ne faut pas, si vous voulez, avoir que la justice se laisse dépasser par l'engouement médiatique et l'emballement médiatique et la récupération politique. C'est le premier point. Sur ce qui s'est passé à Aulnay, effectivement, les gens opèrent, je pense, une confusion entre l'IGPN, qui est la police des polices, et la juge d'instruction, qui est, elle, chargée de la qualification pénale. L'IGPN a rendu son rapport et a dit effectivement qu'à son sens, il y avait effectivement, ça a été dit peut-être de manière très maladroite, accidentelle. Ce qui est accidentel, c'est l'intrusion de la matraque. C'est ce que dit l'IGPN. C'est pas le contrôle, c'est pas les violences. Les violences sont pas accidentelles. Et si on prend stricto sensu ce que dit l'IGPN, c'est qu'il y a eu des violences policières, a priori. Après, sur la qualification pénale de viol, la juge d'instruction, qui elle est chargée si vous voulez, d'instruire, et donc qui donnera le dossier à la justice ou pas, c'est elle qui est maître de la qualification pénale. Et elle, pour l'instant, elle reste sur la qualification de viol. Ce qui me rassure dans cette affaire-là, c'est qu'on a une justice qui est indépendante. Et je pense j'espère en tout cas, qu'elle nous donnera raison et qu'on aura effectivement jusqu'au bout une justice indépendante. La question que vous aviez posée tout à l'heure, de savoir est-ce que l'on peut comprendre le sentiment des citoyens sur le fait que la police serait peut-être moins exposée aux sanctions pénales, c'est ça, c'est ce que vous vouliez dire, je pense, que le citoyen lambda. Ça reste un sentiment qui n'est pas forcément appuyé sur des éléments concrets. Ça reste un sentiment qui, aujourd'hui, est la résultante de ce qui vient de se passer, donc ça est encore à vif. Laissons la justice faire son travail. Je crois que c'est vraiment le maître mot dans cette affaire. Laissons la justice faire ce travail. Et je crois que c'est d'ailleurs le mot qu'a utilisé, et la phrase qu'a utilisé la victime dans cette affaire. Exactement. Alors, dans le public, une autre question.
Oui, allez-y. Vous avez rappelé que nous étions à Metz, merci à tous les deux. Simplement, j'ai entendu hier que l'alignement des droits de légitime défense par rapport à la gendarmerie était dorénavant acté. Je ne sais pas quand le décret paraîtra d'application. J'ai entendu hier au Sénat, je n'y étais pas, mais j'ai regardé la chaîne publique. Je voudrais revenir à Metz, si vous me le permettez. Je représente très modestement une association de quartier qui est d'ailleurs privée, hein, d'accord, qui est dans les Hautes-Vallières, donc qui est à cheval sur Saint-Julien et Metz. Depuis la mi-juillet, nous avons, rien que dans notre rue, subi 15 cambriolages. Quand je dis cambriolage, il s'agit de pillage, il s'agit de sac, il s'agit de viol. Pas au sens propre, bien sûr, mais je veux dire, quand on est cambriolé chez soi, qu'on vous retourne tous vos meubles, votre chambre, vos draps, vos lits, que vous ne pouvez même plus rentrer chez vous, c'est un viol. Je vais essayer d'aller vite. J'entends également, et j'ai quelques amis à qui c'est arrivé samedi dernier, dans la rue des Clercs, pour ne pas la nommer, vers 4 h du matin, des gens qui ont été agressés par une bande de jeunes. Un d'entre eux a été blessé et conduit à l'hôpital. Vous ne pouvez pas être au courant de tout, monsieur, je le sais. Hein, vous êtes voilà. Je me pose des soucis. Je me dis, ces gens-là avaient quand même des bombes lacrymogènes. Ils étaient armés, cagoulés, enfin armés de bombes lacrymogènes, pardon. Ils ont blessé une des victimes gravement, qui a été opérée à plusieurs reprises et qui va beaucoup mieux maintenant. Que vois-je encore? Et ça me désole. J'ai un ami que je ne peux pas citer qui, la veille de Noël, a été tristement agressé, auquel on a volé sa voiture. On lui a mis un pistolet devant la tête quand même, avec 4 hommes en face de lui. Cette voiture a été dérobée. Elle a servi à faire 4 casses. Et on a retrouvé, je crois, hein, cette voiture à Kirvillers quelques jours après. Voyez-vous, donc je parle de résidents, je parle de gens qui vont au travail le matin, qui se font casser leur voiture, et je parle de gens qui sortent peut-être d'une boîte de nuit, mais qui sont des gens très sympathiques. Bon. Moi, si vous voulez, ces situations-là, quelque part, je pense qu'on ne peut pas être partout. Vous ne pouvez pas être partout. On ne peut pas mettre un agent devant toutes les maisons, devant tous les bars, devant tout ce qu'on peut imaginer. On est bien d'accord. Mais est-ce que, tout à l'heure, vous nous avez dit, j'ai assez de moyens techniques. J'ai eu, je suis ressorti, rassurez-vous, l'occasion, et je ne l'avais pas fait depuis 20 ans, de me rendre à l'hôtel de police de Metz, qui n'a de nom que hôtel, que de nom, bien sûr, c'est une verrue, ça c'est l'aspect architectural, mais l'intérieur, pardonnez-moi, je ne sais pas comment vous faites pour travailler là-dedans. Voilà, je vous le dis très clairement. Et enfin, il se trouve que je connais un policier qui m'a dit l'autre jour, voilà, j'ai arrêté un petit malfrat qui me traitait de tous les noms. Le lendemain, je vais très vite, maître, hein, vous m'excuserez, voilà. Et qui a été pris vraiment les mains dans le pot de confiture. Et le policier, naturellement, il le fait paraître en comparution immédiate, si ma mémoire est bonne. Et au bout d'un moment, ce jeune dit, mais moi je ne connais pas ce policier, j'ai jamais vu, j'ai jamais dit que c'était un ci, un ça. Bon, le juge, qu'est-ce qu'il fait? Il en a des dizaines tous les jours. Hein. Eh ben, il dit, il voit le garçon policier, ce monsieur, pardon, lui dit, mais vous ne seriez pas un peu susceptible, monsieur? Voilà, ça se termine comme ça. Il ressort du palais de justice. Et ce jeune homme le suit en sortant, et je ne vous dirai pas, pardon, ce qu'il fait à ce moment-là. Voilà. Donc, très honnêtement, je pense que les gens en ont ras-le-bol. Je pense que vous avez aujourd'hui une image que l'on... Je ne sais pas pour vous, je ne suis pas en train de passer de la pommade, j'ai passé ce stade depuis longtemps. Je ne représente aucun parti politique ici. Mais quand je vois en ce moment qu'à la télévision, on nous bombarde de ces petites vidéos qui ne démontrent rien du tout, notamment sur l'affaire dont vous parliez, madame, sur Aulnay, je vous rejoins. Et votre question Ma question, oui. Monsieur, excusez-moi, oui. C'est est-ce que vraiment, monsieur Niel, vous pensez vraiment qu'il ne faut pas augmenter les effectifs de police et revenir à une bonne proximité, à l'agent de 112 en quelque sorte? Voilà. Merci, excusez-moi la longueur. La question est simple.
Oui, je pense y avoir répondu par anticipation quand j'ai dit que la police était une entreprise de main-d'œuvre et que si nous n'avions pas la main-d'œuvre, nous ne pouvions pas être efficaces. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sur tous les faits que vous avez cités, effectivement, c'est en général, j'allais dire, heureusement pas le quotidien, mais vous avez fait un résumé de tout ce qu'on peut rencontrer et de tout, j'allais dire, ce que disait Maître Savoie tout à l'heure, un petit peu tout ce qu'on entend et tout ce qu'on entend dans un commissariat, tout ce qu'on doit entendre dans le palais de justice, tout ce qu'on entend à la boulangerie du coin, tout ce qu'on entend au café du commerce. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu... et je vais tout à l'heure faire une intervention devant des habitants d'un quartier, pour ne pas citer, c'est Outreseille. Je suis persuadé que je vais entendre ça aussi. C'est indéniable. C'est sûr qu'il y a des agressions. Sorties de boîte de nuit, c'est sûr qu'il y a des agressions sorties de boîte de nuit. Parce que nous avons des gens qui sont avinés. Parce que nous avons des gens qui ne tolèrent pas que d'autres ne vivent pas forcément comme eux. Donc nous avons interpellé d'ailleurs ces gens-là. Ils ont été interpellés. Ils seront jugés. Nous avons des bagarres, même entre automobilistes d'ailleurs. Ça arrive aussi. Nous vivons dans une société, on en discutait tout à l'heure, où les gens ne savent plus se parler. On s'aperçoit que le vocabulaire est de plus en plus limité et on en arrive très, très vite. Au bout de la deuxième injure, on en arrive aux mains. On se tape dessus parce qu'on ne sait plus. Moi, j'invite les gens à relire le petit bouquin des injures du capitaine Haddock. C'était savoureux. Bachibouzouk, bois sans soif, tout ça, crétin des Alpes. Ça, on ne sait plus ce que ça veut dire. Ça, c'était au moins savoureux. Et on passait du temps à s'injurier. Et on ne se tapait pas dessus. Maintenant, on ne se parle plus, on se tape dessus. Et c'est vrai que notre société évolue. Nous aussi, on essaie d'évoluer. Mais tout ce que vous citez, les cambriolages aussi, nous interpellons régulièrement des auteurs de vol par effraction. C'est pas facile aussi. Donc la police continue à faire son travail. J'espère qu'elle continue. Okay. Alors avant que Pauline et Brigitta ne prennent la parole en conclusion, une question, Monsieur Hervé. Existe-t-il des espaces de dialogue entre les jeunes des quartiers et la police? Excellente question. Il n'en existe pas assez. Pourquoi? Parce que les jeunes ont peur de la police et la police a peur des jeunes. Et là, je vais m'arrêter là parce que tout à l'heure, je fais partie de ceux qui ont travaillé à la doctrine de police de proximité. Je fais partie de ceux qui se sont battus pour qu'il y ait une police plus proche de la population. On a créé ces espaces de dialogue. On les a créés à une certaine époque. On les a plus ou moins laissés mourir, entre guillemets. Et j'espère, et je souhaite de tout cœur qu'on les recrée. Ces espaces de dialogue, ça veut dire tout simplement que des policiers aillent, à la rencontre des jeunes, et que les jeunes aussi acceptent, d'ailleurs les jeunes et les moins jeunes, parce qu'on dit toujours les jeunes, mais il y a aussi des moins jeunes, acceptent aussi de dialoguer, de discuter, et de ne pas avoir, les mêmes points de vue. Mais on rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est peut-être une question de vocabulaire, c'est peut-être une question d'écoute, c'est sûrement une question d'écoute, peut-être une question de vocabulaire. Il faut qu'on recommence ou qu'on commence à se parler. Dans les établissements scolaires, par exemple? Pardon? Dans les établissements scolaires? On peut se parler dans les établissements scolaires, on peut se parler en dehors des établissements scolaires. C'est toujours possible. C'est toujours, et moi je préférerais d'ailleurs qu'on se parle en dehors des établissements scolaires. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et quelque part je remercie que ça a été fait, que cette émission ait lieu, on peut le faire avec des jeunes. Ok. Alors Pauline, une question, peut-être en guise de conclusion? Là, franchement, je suis un peu prise de court, mais je ne sais pas si Brigitte. Non, mais oui, j'ai encore une question sur ma feuille, mais bon, je la pose alors. Oui, comment parce qu'il reste 2 minutes. Donc, oui, ça c'est vite fait. Comment les citoyens peuvent faciliter la vie à la police? Bon, ça vient pas de Alors
Je vais vous répondre c'est une question qui est... Oui, c'est en respectant les règles. Si les citoyens respectent les règles qui nous permettent de vivre en communauté... Alors, voilà, vous n'avez plus de travail, mais et moi, beaucoup moins. Mais j'en aurai toujours quand même un peu, donc il en aura un peu aussi. Et Maître Savouré, oui. Par rapport à cette question, vous avez à dire? Je pense que c'est dans les deux sens. C'est une... Je rejoins ce que disait M. Niel tout à l'heure. C'est vrai que cette émission-là, c'est un exemple de dialogue entre l'institution police, la police, et les citoyens. Et ça, c'est important. Ça nous manque peut-être un peu trop. Parce que les revendications qu'on entend de la part des personnes des citoyens, elles doivent l'être également du côté de la police, puisqu'avant d'être policiers, ils sont aussi citoyens. Et eux aussi ont affaire à la police, pour certains contrôles de vitesse. Voilà. C'est vraiment une question de dialogue, de compréhension, comment dire, de respect mutuel. Je crois que le plus important, c'est le respect mutuel. Voilà. Qu'on respecte la police et les hommes qui exercent ce travail extrêmement difficile, et que la police soit exemplaire aussi et respecte les citoyens qui sont contrôlés, parce que c'est pas facile tous les jours d'être contrôlé, et il faut le comprendre. Voilà. Ok, nous sommes pratiquement au terme de cette émission, mais avant qu'on ne se dise au revoir, Monsieur Hervé, Maître Savouré, est-ce que vous avez déjà été contrôlé vous-même? Ah, moi, souvent. Hein. Souvent. Oui. Et comment ça se passe? Très bien. C'est curieux d'ailleurs, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ah oui, et même quand ça commence mal, ça finit bien. Ah d'accord. Non, je plaisante. Non, j'ai été contrôlé, je pense. Alors, il y a des gens qui n'ont jamais été contrôlés. Moi, ça m'est arrivé, ça s'est toujours bien passé. Mais par contre, je reconnais que c'est toujours stressant. Quand on est contrôlé, on est toujours un peu stressé. Mais quand on n'a rien à se reprocher, le contrôle se passe très bien. Quand évidemment, au moment d'un contrôle, on part en courant parce qu'on a peur, forcément, ça complique le contrôle. Donc je pense, et si j'avais, permettez-moi simplement là, c'est laissez-vous contrôler. Laissez-vous contrôler. Laissez-vous contrôler. Et Maître Savouré. Oui, j'ai été souvent contrôlé. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé? Oui, plus ou moins. Non, ça s'est bien passé, bien évidemment. J'avais rien à me reprocher. Vous savez, on vit dans une société de plus en plus de contrôle. Moi, je me fais contrôler quand je sors de mon parking. Aujourd'hui, avec l'état d'urgence. Il va falloir apprendre à vivre aussi avec ça, parce qu'on est plus souvent contrôlé. Je suis contrôlé quasiment tous les jours. Quand je passe dans un magasin, je suis contrôlé. Quand je suis à la gare, je peux être susceptible d'être contrôlé. Moi-même, j'ai été contrôlé en voiture assez souvent. Quand on veut nous trouver quelque chose, on peut. Mais dans ce cas-là, ça viendra toujours d'une chose, c'est le manque de respect. Et à partir du moment où ça se passe de manière respectueuse des deux côtés, normalement, ça devrait bien se passer. Que fait la police? C'était donc le thème de cette émission Borny Buzz Café. Nos citoyens témoins, Pauline et Brigitta, merci beaucoup. Et nos invités, Maître Savouré et l'inspecteur général Niel, voilà, j'y arrive. Merci merci d'avoir accepté l'invitation du Borny Buzz Café. On se retrouve donc très prochainement dans un prochain numéro. Merci, au revoir. Jazz frightens people. Et souvent, les gens ont peur de pousser les portes d'un tribunal. Effectivement, vous avez accès. La quasi-majorité des dossiers qui sont traités, des affaires qui sont traitées devant un tribunal sont publiques, parce que la justice est publique. Moi, j'avais pas forcément de message à passer. Je pense qu'il était intéressant d'avoir une table ouverte, une table ronde, et de pouvoir répondre de manière la plus spontanée possible aux questions qui sont posées par les citoyens. C'est un peu aussi dommage qu'il n'y ait pas plus de jeunes qui soient présents pour exprimer leurs idées, leurs ressentis sur l'actualité. J'aurais bien aimé qu'on continue un petit peu à parler de toutes les affaires qu'il y a en ce moment, en fait. Que ce soit l'affaire de Théo qu'on a abordée brièvement, ou celle de Adama Traoré, ou Diadé-Bouna, il y en a tant d'autres. Voilà. Peut-être plus sur la transparence. La vie était on est très transparent, et pourtant les faits actuels démontrent un peu le contraire, des articles de presse aussi. Donc j'aurais bien aimé qu'on approfondisse un peu ce sujet de la transparence, et aussi un peu de la justice de la police elle-même. Donc voilà, c'est peut-être là-dessus qu'on aurait pu approfondir.
À partir du moment où on veut faire connaître une institution et où on fait en sorte, où on parle de transparence, je crois qu'il est important de répondre présent à ce genre d'émission, d'expliquer les choses très simplement et le plus honnêtement possible. Donc c'est très intéressant effectivement de participer à ce genre d'émission. Ben, c'est le public, il faut s'attendre à tout. Hein. Et il y a des moments, il est vraiment présent, déjà physiquement il est présent, mais parfois il se pose beaucoup de questions et il a envie d'engager, de poser des questions, de marquer sa présence.